Préparatif de la commémoration de la fête nationale, la phase des conférences autour du thème vient d'être lancée. C'est une campagne de sensibilisation sur le civisme et la cohésion sociale pour un développement durable au Burkina Faso. La Banque ouest-africaine du développement a 40 ans, un anniversaire sous le signe de nouveaux défis. À cette étape de son évolution, l'institution bancaire se veut tourner vers l'avenir. Et puis, à moins de 5 jours du choc contre les Algériens, les nôtres multiplient les entraînements. Une équipe complète des talons à présent. Charles Kaboré, Aristide Bansé et Bakary Koné ont rejoint les autres. Et puis demain, 15 novembre, s'ouvre à Ouagadougou la CONAD, la conférence nationale de la décentralisation, 4e du genre. La rencontre se tiendra sous le thème de la maîtrise d'ouvrage local pour plus d'efficacité dans l'exercice des compétences des collectivités territoriales. Et pour en parler, nous aurons sur ce plateau le secrétaire permanent de la CONAD, Daniel Koulibaly. Voilà donc qui fait la une de l'actualité en ce jour. Bonsoir, merci de nous suivre. Pour commencer, une audience aux notes discordantes. Ça se passe à la présidence du Faso avec une délégation d'opposants. Le chef de file de l'opposition est venu réaffirmer une fois encore le refus de la loi portant révision de la Constitution qui est passée à l'Assemblée nationale suite au vote massif de partis de la mouvance présidentielle. De façon générale, les échanges ont porté sur la vie politique et sociale au Burkina. À sa sortie d'audience, Zéphirin Diabré parle au micro de Karim Patrick Namouanou. Le chef de file de l'opposition burkinabé rencontre pour la première fois le chef de l'État burkinabé. Comme il fallait s'y attendre, l'entretien porte sur la politique, sujet d'actualité nationale. La question du Sénat a encore été abordée et l'opposition persiste et signe. L'opposition a réaffirmé qu'elle ne voyait pas l'opportunité du Sénat dans notre pays. Ce Sénat qui est proposé est inutile pour nous. Il est en plus budgétivore et plus grave, il sème la discorde à l'intérieur des populations burkinabées. Et quand c'est comme ça, c'est mieux d'oublier ce genre d'idées-là qui divisent un peuple. L'opposition politique a aussi réaffirmé son attachement à l'alternance et son refus à une éventuelle modification de l'article 37. Nous avons redit, et nous le redisons ici, que l'opposition politique est fermement opposée à toute modification de l'article 37 qui aurait pour finalité de faire sauter le verrou de la limitation du mandat présidentiel. Selon Zéphirin Diabré, un mémorandum contenant d'autres préoccupations a été remis au chef de l'État burkinabé. Son contenu sera dévoilé plus tard à la presse. Et puis, on prend le pouls des préparatifs de la commémoration de la fête nationale. Le 11 décembre prochain, le Burkina souffle 53 bougies d'indépendance sous le signe du civisme et de la cohésion sociale. Autour de la question, des rencontres d'échanges sont au programme. À Dori, capitale de la célébration de la fête nationale cette année, le lancement officiel de la série de conférences est fait depuis hier. Les conférences sont prévues pour se dérouler dans toutes les provinces de la région du Sahel. Témoignage de Jacques Lamissa Tarpaga. Cette conférence à Dori plante le décor d'une série de rencontres d'échanges sur le thème civisme et cohésion sociale, fondamentaux d'un développement durable dans les 4 provinces de la région du Sahel. Des conférences de sensibilisation sur les valeurs qui devraient guider chaque Burkinabé à participer efficacement à la construction de la nation. Ici à Dori, des esquisses de solutions sont exposées par le conférencier du jour, Amadou Diko. Il nous faut redéfinir un contrat social au cœur duquel le civisme, la tolérance, l'abnégation au travail, l'esprit de dévouement pour l'intérêt public, le respect du droit et de la loi en vigueur soient des comportements quotidiens. J'en appelle donc à une introspection individuelle et collective qui sera assortie d'une nouvelle perspective de changement de mentalité pour des actions nouvelles motivées par la justice, la solidarité, la fraternité et l'engagement pour la cause nationale. Pour cette première à l'ENEP de Dori, le public surtout jeune a répondu à l'appel et les jeunes n'ont pas été avares en question, en contribution, mais aussi ils prennent conscience de la nécessité d'un changement de comportement. Ce que moi j'ai retenu probablement est que le citoyen doit se battre au lieu de mener des actes qui amènent nos sociétés en retard. Ce qui provoque l'incivisme,
c'est surtout le manque de travail, le chômage qui amène les gens à partir de l'institution. Il faut créer beaucoup d'emplois aux jeunes, surtout les jeunes qui sont à la quête du travail. Tant qu'ils auront du travail, je me dis que l'incivisme là, ça n'aura plus de place dans notre nation. La série de conférences sur le civisme et la cohésion sociale rentre dans le cadre des activités du 53e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. L'idée est d'instaurer un dialogue permanent qui permettra de recueillir les contributions de l'ensemble des couches sociales pour arriver à bout de l'incivisme. Cette célébration s'appuie-t-elle sur ces valeurs en vue d'un développement qui réponde aux aspirations présentes sans compromettre celles des générations futures? Le choix du thème général nous invite à cultiver donc les valeurs du civisme, de cohésion sociale, de dialogue et de paix et à les inculquer aux générations futures. Le dialogue est ainsi établi avec les populations et c'est un véritable satisfecit pour le comité d'organisation d'avoir réussi ce premier pas. Le 11 décembre à Dori s'annonce donc sur fond d'introspection et d'engagement de tous les Burkinabés pour un développement durable. Et puis, vie des Burkinabés hors du Burkina, le ministère en charge des Affaires étrangères convie à des échanges autour du projet de renouvellement de la carte consulaire. C'est l'association Le Tocsin qui est chargée d'en faire la diffusion auprès de nos compatriotes à l'étranger. Plus de précisions sur le sujet avec Estelle Judith Assogba. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale face au Tocsin. Il s'agit d'expliquer la vision du gouvernement sur la mesure concernant le renouvellement de la carte consulaire. Le Burkina Faso et les pays d'accueil des Burkinabés veulent à travers cette mesure maîtriser le flux de la migration. Pour le cas spécifique de la Côte d'Ivoire, l'opération a été lancée le 2 novembre dernier à Abidjan. Et depuis lors, des divergences sur le coût et la durée de sa validité sont apparues. En échangeant avec le Tocsin, Djibril Epene Bassolé et ses collaborateurs veulent ainsi solliciter le concours de cette association pour sensibiliser les Burkinabés à l'étranger afin qu'ils y adhèrent massivement. Pour le Tocsin, c'est une belle initiative, mais sujet que le coût soit revu à la baisse. Nous disons que la question du coût de la carte consulaire ne doit pas simplement être une question mathématique ni économique. C'est une affaire politique et de droits humains. Par conséquent, voyons quel effort peut être fait. Pour le ministre Bassolé, les modalités de délivrance de cette carte ne sauraient être un obstacle. Ils sont ouverts à toute contribution visant à permettre ne serait-ce qu'aux plus démunis de bénéficier de cette carte. Actuellement, en Côte d'Ivoire, au consulat d'Abidjan, le prix de la carte consulaire est au total 6 900 francs, donc pas loin de 7 000. Ceux qui sont en dehors d'Abidjan sont obligés de payer des frais supplémentaires aux intermédiaires, et ce qui peut amener la carte à des coûts de 18 000. Au sortir de ces échanges, c'est une satisfaction qui se dégage. Les choses ne pourront plus être ce qu'elles avaient voulu être. Sinon, il n'y avait pas de raison qu'on nous reçoive. Il n'y a pas de raison qu'on passe plus de presque 3 heures à échanger. Je pense que le ministre a été suffisamment sensibilisé par rapport au cri de cœur des compatriotes de la diaspora. Le Tocsin a fait des propositions de maintenir la durée de validité de 5 ans. Mais quant au prix, je pense que le prix est tout à fait raisonnable. L'ambition du gouvernement est que cette opération soit une réussite car il y va de l'intérêt des Burkinabés de la diaspora. Appui renouvelé du gouvernement japonais dans le domaine de l'approvisionnement en eau potable. Les populations du plateau central et du centre-sud en sont les principales bénéficiaires. L'enveloppe est estimée à environ 4 milliards et 800 millions de francs CFA de dons non remboursables sur la signature de la convention. Le point de Estelle Judith Assogba. L'eau, un liquide précieux et indispensable à la vie. Se procurer cette denrée n'est toujours pas chose facile pour les populations vivant dans les zones urbaines et surtout celles des milieux ruraux. Le plateau central et le centre-sud verront bientôt leur taux d'accès à cette ressource accroître.
avec l'acte qui vient d'être posé entre les gouvernements japonais et burkinabé. Ces échanges de notes et de l'accord de don entre les deux pays marquent le top départ de la deuxième phase du projet d'approvisionnement en eau potable dans ces deux localités. Avec cet accord, le gouvernement japonais octroie une enveloppe financière de 968 millions de yens, soit environ 4 840 millions de francs CFA, sous forme de dons non remboursables. L'assistance financière de ce jour permettra de construire encore 300 forages équipés de pompes manuelles et d'assurer l'approvisionnement stable en eau potable à une population bénéficiaire d'environ 90 000 habitants. Pour la partie burkinabé, cette signature témoigne de l'excellence des liens d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Elle traduit aussi leur commune volonté de raffermir davantage ces liens pour le bonheur des deux peuples. Cette enveloppe financière permettra de corriger les écarts et de mettre les villages au même niveau d'accès à cette ressource vitale. Soyez rassurés, Monsieur l'ambassadeur, que les bénéficiaires qui seront formés à une gestion participative des ouvrages mis à leur disposition par votre pays en feront un bon usage. Cet appui pour l'accès à l'eau potable va réduire les maladies d'origine hydrique et contribuer à la promotion des activités économiques des populations bénéficiaires. Et puis, je vous l'annonçais en titre, demain se tient la 4e conférence nationale sur la décentralisation. Et pour en parler, nous recevons le secrétaire permanent de la CONAD. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Bonsoir, Madame. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci. Alors, pour commencer, comme je l'ai dit, demain, c'est déjà la 4e conférence. Mais on va faire un bref bilan de la mise en œuvre de la décentralisation à ce jour, déjà. Oui, un bilan, on peut le résumer à peut-être 3 ou 4 points, rapidement. C'est d'abord un processus qui se consolide avec un renouvellement assez régulier des instances au niveau local. Nous sommes actuellement à la 4e mandature des élections, donc pour les premières communes et la 2e pour les communes de la génération de 2006. C'est aussi une gouvernance locale qui se consolide progressivement avec la mise en place des outils de gestion des affaires locales, les budgets qui se consolident au niveau des communes et des régions, des plans locaux qui se développent, qui s'élaborent et qui s'exécutent avec une relative satisfaction. C'est aussi un rapprochement d'un certain nombre de services sociaux qui se créent progressivement avec l'implication des collectivités. C'est aussi, il faut le dire, une faible capacité des collectivités à absorber les ressources, à exécuter un certain nombre de missions dues à des faiblesses au niveau des ressources humaines, mais aussi en termes de logistique disponible au niveau des administrations locales. Ça aussi, il faut l'ajouter. Alors, j'imagine que c'est dans ce cadre aussi, dans ce contexte que se situe le choix de votre thème, qui est le renforcement de la maîtrise d'ouvrage local pour plus d'efficacité, puisque vous parlez de la faible capacité des collectivités territoriales à absorber, par exemple, des budgets. Alors, le choix de ce thème d'abord, pourquoi vous avez choisi un tel thème et puis qu'est-ce que vous attendez comme contribution des participants? Oui, disons le succès de la décentralisation résiderait véritablement dans la capacité des collectivités à assumer pleinement les missions qui sont prévues par la loi, mais surtout à produire les services attendus par les populations à la base. Et quand on fait le point de la mise en œuvre au niveau des collectivités, les difficultés qui reviennent le plus régulièrement, c'est justement la faiblesse des capacités en termes de personnel propre aux collectivités, parce que vous avez des communes qui ont en tout et pour tout 3 agents pour gérer l'ensemble des affaires locales, qui ont des budgets locaux assez faibles par rapport aux attentes et préoccupations des populations et qui n'ont pas de logistique pour prendre en charge un certain nombre de responsabilités. Oui, et dans ce cas-là, que doit faire l'État dans son rôle d'accompagnement? L'État doit les accompagner et c'est prévu dans la loi et c'est ce qui se fait déjà depuis le début du processus. Nous sommes à partir de 2007, je considère 2007 à partir donc de l'adoption de la stratégie nationale de mise en œuvre de la décentralisation. Nous sommes à environ 200 milliards que l'État a injecté à travers le budget de l'État dans le financement de la décentralisation directement au profit des collectivités. Ça, c'est sans compter les efforts financiers qui sont mobilisés au niveau des partenaires techniques et financiers par l'État
C'est aussi sans compter les dotations qui sont faites dans le cadre des transferts de compétences, qui sont dans l'ordre de 60 milliards actuellement, depuis que nous avons commencé à faire le transfert de compétences. Alors, ça veut dire que finalement, ce n'est pas le manque d'argent le problème. L'argent est là. Vous avez parlé tantôt de la difficulté des collectivités territoriales à absorber cet argent. Donc, c'est peut-être là que se trouve le problème? L'argent ne suffit jamais, il faut le dire, parce que nous avons des plans de développement qui sont assez ambitieux. Donc les ressources ne sont pas forcément à la hauteur des attentes des collectivités par rapport aux besoins exprimés par les populations. Mais on peut effectivement reconnaître qu'il y a des disponibilités en termes de ressources financières qui malheureusement ne sont pas absolument consommées parce que les collectivités ont des difficultés pour maîtriser les procédures d'accès à ces ressources et donc sont relativement en deçà des taux que l'on espérait par rapport à l'absorption de ces ressources, ce qui est quand même un problème à résoudre. Et dans ce cadre-là, comment est-ce qu'il faut comprendre la maîtrise d'ouvrage, le renforcement de la maîtrise d'ouvrage locale? Tout à fait. Il faut effectivement travailler à renforcer les capacités de la maîtrise d'ouvrage locale, qu'il faut comprendre comme l'ensemble des responsabilités et prérogatives reconnues à une collectivité en termes de définition de ses orientations pour son développement, d'élaboration de ses propres projets qui répondent aux aspirations des citoyens de la localité, mais de conduction également, de conduite, je veux dire, de ces projets-là avec ses propres personnels et avec sa propre maîtrise, et ce qui n'est pas véritablement le cas. Donc, quand on analyse la question de la maîtrise d'ouvrage au niveau local, si au plan politique, on est d'accord que les élus locaux assument pour la majorité, en tout cas, leur responsabilité en termes de définition des orientations. Au plan technique, il y a des faiblesses parce que les collectivités qui n'ont pas de personnel sont obligées de se retourner vers des prestataires privés. D'où le terme de renforcement. Qui est chargé de renforcer et comment il faut renforcer? Le renforcement peut se faire par l'État, parce que l'État a élaboré une stratégie nationale de renforcement des capacités des acteurs, dont le plan d'action vient d'être adopté par le Conseil des ministres il y a quelques semaines. Et ce renforcement se fera à travers notamment des formations qui vont être dispensées au profit et des élus et des personnels des collectivités. C'est aussi la mise en place d'un ensemble de dispositifs d'appui technique par ce que nous avons envisagé au niveau des agences régionales de développement, qui sont un dispositif qui va venir en appui à l'exercice de la maîtrise d'ouvrage locale pour mettre à la disposition des collectivités l'expertise qui leur manque pour élaborer les dossiers, les projets, suivre l'exécution des projets, évaluer leur mise en œuvre et rendre compte comme il se doit à l'ensemble de leurs citoyens. Alors, on va parler à présent de la 4e conférence de façon générale. Qu'est-ce que vous en attendez? Alors, il faut, si vous me permettez, nous sommes à la 4e conférence et cette conférence est l'avant-dernière avant l'achèvement de la mise en œuvre du cadre stratégique de mise en œuvre de la décentralisation, qui normalement se termine en 2015. Donc nous aurons une 5e session en 2015 si tout va bien. Et la particularité de cette 4e session, c'est que elle doit déjà annoncer les orientations nouvelles par rapport à l'horizon 2015. Les orientations d'après la 5e conférence? D'après la 5e conférence. Il faut commencer dès maintenant à réfléchir sur les perspectives, commencer à prendre en charge les grandes préoccupations qui méritent d'être vraiment réglées avant la fin de la mise en œuvre de la stratégie. Et à ce titre, nous avons identifié justement la question de la maîtrise d'ouvrage comme un point crucial qui doit focaliser l'attention et l'intérêt de l'ensemble des acteurs pour que d'ici 2015, nous ayons des collectivités avec des capacités beaucoup plus fortes pour prendre en charge leur mission et rendre davantage de services aux citoyens comme les citoyens le demandent. Est-ce que vous êtes même optimiste par rapport à cet objectif? Quand on regarde les résultats sur le terrain actuellement, l'évolution des choses, est-ce que vous êtes optimiste? Oui, on a des raisons d'être optimiste parce qu'il y a quand même des progrès. C'est vrai que beaucoup de difficultés sont encore à régler et justement la stratégie a pour objet de travailler à régler ces contraintes. Mais on a des raisons d'être optimiste si on regarde le niveau de performance au niveau des recouvrements des recettes propres des collectivités, par exemple à travers les budgets. Si on l'exécution des plans de développement locaux qui sont évolutifs dans le bon sens et si on regarde également la volonté et l'engagement des différents acteurs actuellement dans le processus, y compris
les citoyens eux-mêmes dans leurs différentes collectivités, on a des raisons d'espérer effectivement que la situation aille dans le bon sens, évolue dans le bon sens. Voilà, donc demain, c'est l'ouverture de la 4e conférence, ça sera la dernière question. Quelles seront les grandes articulations de cette rencontre? Alors, je voudrais peut-être dire que la 4e session est particulière aussi en ce sens que nous avons introduit quelques innovations cette année. La première innovation, c'est de réaliser un film documentaire qui retrace un peu l'historique parce que beaucoup d'acteurs sont nouveaux à leur poste et ne comprennent pas bien l'environnement institutionnel. Donc nous avons voulu refaire un peu la leçon d'histoire pour l'ensemble des acteurs pour leur permettre de mieux comprendre l'instance à laquelle ils appartiennent. La preuve par l'image et le son. Tout à fait. Et la deuxième innovation, nous avons aménagé un hall d'exposition pour les projets et programmes qui interviennent dans le processus parce qu'il faut aussi rendre justice à ceux qui font beaucoup d'efforts pour soutenir le processus par des réalisations concrètes sur le terrain. Et nous avons des projets qui sont sur le terrain, qui donnent des résultats concrets et visibles, qui malheureusement ne sont pas toujours connus de l'ensemble des citoyens. Donc nous avons aménagé un hall qui va être visité par les officiels et par l'ensemble des participants. C'est un hall qui est modeste, mais qui va rendre quand même beaucoup plus visibles les résultats de ces projets et programmes. La troisième innovation, c'était un débat que nous avons organisé sur le thème. Ce débat a eu lieu dans vos studios ici. Et qui va passer à 21h je vous l'espère bien. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc nous avons voulu faire une communication sur le thème de la conférence pour qu'il ne soit pas seulement réservé aux 300 membres statutaires de la conférence qui sont enfermés dans une salle, pour que donc, le thème soit partagé avec les citoyens de l'ensemble des collectivités. Alors, donc, Monsieur Koulibaly Daniel, secrétaire permanent de la CONAD, la Conférence nationale de la décentralisation, merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. La suite du journal, et puis voilà ce communiqué justement à propos de la conférence, à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 4e session ordinaire de la Conférence nationale de la décentralisation CONAD, placée sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État, convie les personnalités invitées dans la salle des banquets de Ouaga 2000 demain, vendredi 15 novembre 2013, à partir de 7h30. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est un communiqué signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Youbari. Banque régionale. Banque de développement, nouveaux enjeux, nouveaux défis. C'est sous ce thème que s'est ouvert à Lomé le forum sur les 40 ans de la Banque ouest-africaine de développement. En 4 décennies, la BOAD estime avoir apporté son concours à tous les États membres de l'UEMOA pour près de 2800 milliards de francs CFA répartis dans des secteurs comme l'agriculture, les infrastructures, les télécommunications et l'électrification. À l'issue de cette commémoration, la Banque voudrait se projeter dans l'avenir grâce à de nouvelles stratégies de financement. Le point de nos envoyés spéciaux dans la capitale togolaise, Lassina Ouattara et Idrissa Seri. Jubilé d'Émeraude, 4 chefs d'État, le président du Bénin, du Togo, du Mali et du Niger ont répondu à l'appel du président de la BOAD. L'institution communautaire totalise aujourd'hui 40 ans de vie, un âge de maturité et de consolidation des acquis qui mérite que les acteurs et les partenaires marquent un arrêt pour jeter un regard sur le chemin parcouru et envisager des perspectives d'avenir. Créée en 1973 et devenue opérationnelle en 1976, la BOAD s'est vue assigner au départ 2 missions. Travailler à réaliser un développement équilibré entre les 8 États membres de l'UEMOA et contribuer à l'intégration économique régionale. À travers ces concours, la Banque a accompagné l'effort de développement des pays membres dans le financement de projets d'investissement, notamment dans les domaines de l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, l'eau, l'industrie, l'hôtellerie, les télécommunications et la promotion des PME-PMI. Le cumul des engagements à nos jours s'élève à 2800 milliards de francs CFA pour 700 projets financés. La BOAD joue un rôle important dans la croissance économique et la lutte contre la pauvreté. C'est pourquoi le Forum du quarantenaire entend développer la réflexion sur les préoccupations des différents pays et anticiper sur les perspectives de développement. Je crois que notre institution a atteint la maturité pour nous permettre maintenant, d'engager des transformations internes. On voit sa gouvernance.
n'est-ce pas, sa mission et sa vision pour lui permettre de relever le défi du XXIe siècle pour nos pays. Donc c'est avec beaucoup de fierté que nous célébrons ce 40e anniversaire et on ne peut que souhaiter que la banque puisse continuer dans ce sens-là et surtout qu'elle puisse nous permettre de relever les grands défis de développement, notamment le secteur agricole, le secteur de l'énergie surtout, qui est aujourd'hui une grande préoccupation pour nos États. 40 ans, il a fait beaucoup de choses et je pense qu'il fera encore plus pour l'agriculture togolaise, qui est d'ailleurs la base de tout le développement en Afrique, pourquoi pas dans le monde. Et nous soutenons la banque depuis 20 années, quelque chose comme ça, avec un soutien financier et technique important. Et nous sommes très heureux de participer à cet événement. Et nous allons continuer ensemble le travail pour essayer d'améliorer le développement économique de la sous-région. Voilà, on revient au Faso. Le Burkina exporte les résultats de sa recherche. C'est à la faveur de la tenue des 6e assises du comité régional de pilotage. À l'occasion, une journée dénommée Journée du Burkina a été instaurée. Tribune d'échange, elle fait la promotion des résultats du travail de chercheurs, d'innovateurs et d'inventeurs. À l'issue de la rencontre, une sortie de terrain a permis aux participants de voir des cas pratiques d'expériences locales qui marchent dans le centre de multiplication d'animaux performants. C'était à Lumbila, Ernest Kambiri. Génération et diffusion des technologies améliorées pour l'intensification durable des productions agricoles, le Burkina expose les résultats de sa recherche. Ici, dans les locaux de la salle des conférences de Ouaga 2000, chercheurs, innovateurs, inventeurs et autres acteurs du monde rural burkinabé donnent à voir un pan important de leur travail en matière de production, de transformation, de conservation, d'énergie, d'amélioration animale et végétale. Et la journée est dénommée Journée du Burkina. Vous avez vu ici, par exemple, des exposants qui vous ont présenté une couveuse solaire. Aujourd'hui, pour l'élevage, c'est très important. Vous avez vu des exposants qui ont présenté des produits transformés. Et vous avez vu comment nos collègues venus des autres pays sont en train de déguster les mangues séchées, de déguster la viande séchée. Et tout cela permettra certainement de repartir d'ici avec des idées nouvelles, avec des possibilités de collaboration pour pouvoir à leur tour réaliser ce qui se fait ici. Cette journée qui se tient entre deux rencontres majeures des 6e assises du comité régional de pilotage du programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest PPAO se veut également une occasion d'avoir des informations sur ce qui est fait dans les 13 autres pays membres de l'espace CEDEAO et AMI qui génèrent des technologies améliorées. Ici, au centre de multiplication des animaux performants de Lumbila, les experts et les acteurs du monde rural de la sous-région sont allés s'inspirer de l'expérience du centre en matière d'insémination artificielle des races locales. Je suis impressionné de voir ce qui se passe ici. Étant agronome de formation, quand on arrive dans un centre comme ça, on ne peut qu'être impressionné et heureux de savoir que l'amélioration des races est un enjeu important qui est pris en charge. Ce que nous avons vu, nous procure un sentiment d'assurance de manière globale. Le principe sur lequel on ne cesse de discuter, c'est les échanges entre les centres de recherche. Dans le cas de la mécanisation, il y a eu aussi des efforts. Puisque nous avons vu un appareil qui permet d'arroser. En pédalant, on s'assoit pour pédaler. J'ai beaucoup apprécié tout ce qu'on a vu au niveau de l'exposition. Entre visites de stands d'exposition et de réalisation sur le terrain, les experts de la sous-région ouest africaine présents à Ouagadougou ont pu prendre le pouls de la marche du PPAO Burkina le temps d'une journée. Voilà, les chercheurs du Burkina trouvent. En ce jour, 14 novembre, la communauté internationale commémore la journée du diabète sous le thème « Protégeons notre avenir pas à pas ». C'est un appel à tous les acteurs de la lutte contre le mal à redoubler d'ardeur pour gagner le combat. C'était aussi le moment de faire le bilan des actions menées au cours de l'année écoulée et d'envisager des perspectives. Le compte-rendu de la cérémonie est signé de Lazare Pouya.
Célébrée le 14 novembre de chaque année, la Journée mondiale de lutte contre le diabète au Burkina Faso est marquée par des séances gratuites de dépistage organisées par l'ONG Santé Diabète. Une occasion offerte aux populations qui le désirent de connaître leur statut et d'avoir accès aux spécialistes de la santé. Ces séances de dépistage sont organisées dans toutes les 13 régions du Burkina. La célébration de la Journée mondiale de lutte contre le diabète est une occasion pour attirer l'attention du monde sur une pathologie qui, depuis quelques années, connaît une certaine croissance entraînant de facto d'énormes difficultés aux patients. Le coût des médicaments sont élevés pour ce qui concerne le traitement du diabète. Au moins chaque mois, je dépense 24 800 francs, rien que pour les comprimés oraux. Au Burkina Faso et selon les statistiques des hôpitaux, en 2012, 631 cas de diabète ont été reçus en consultation. Le diabète représente aujourd'hui une maladie urgente dans tous les pays qu'il faut à tout prix s'attaquer pour diverses raisons. C'est d'abord l'augmentation du nombre de patients. Il y a quelques années encore, on pensait que cette maladie n'existait pas dans les pays à ressources limitées. Mais l'OMS, dans ses prévisions, dit que 76% des patients, dans quelques années, se trouveront dans les pays en développement, où il y a la progression la plus forte. Le deuxième problème qu'il y a, c'est la difficulté d'accès aux soins. Et beaucoup de patients arrivent déjà compliqués parce qu'ils n'ont pas été dépistés. Donc c'est la troisième problématique, l'accès au dépistage. Le diabète sucré pose d'énormes problèmes dans les pays riches que dans les pays en voie de développement et la célébration de cette journée offre une belle opportunité pour interpeller les autorités politiques à améliorer l'accès aux soins des patients et les infrastructures sanitaires. Cette journée vise à attirer l'attention de tous les acteurs sur cette pathologie qui a des impacts socio-économiques importants au sein de notre population. Donc cette journée vise justement à fédérer toutes les actions pour encore réorganiser la lutte contre le diabète. Pratiquer du sport, avoir une alimentation saine et équilibrée et lutter contre l'excès de poids sont autant de conditions qui permettent de prévenir ou de retarder la survenue du diabète. Sur le front de la lutte contre la tuberculose et les maladies respiratoires, on fait également le bilan des actions menées à ce jour. Air pur, air partagé. C'est sous ce thème que s'est tenue la 44e conférence mondiale de l'Union internationale contre la maladie. À travers le ministère de la Santé, le Burkina a pris part aux échanges sur le sujet tenu à Paris. Les précisions de Wendata Nathalie Kaori. À cette conférence, le ministre de la Santé a participé à un panel organisé par le département du contrôle de tabac de l'Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. L'adoption de la loi anti-tabac et les décrets d'application, la formation et l'information de plusieurs acteurs de la société burkinabé sont autant d'acquis que le Burkina a engrangé dans la lutte contre le tabagisme. D'abord, la lutte a été, j'allais dire, enclenchée par les pouvoirs publics, en ce sens que c'est bien le Parlement qui a autorisé le gouvernement à ratifier cette convention cadre en 2006, qui a ouvert la possibilité pour nous d'avoir une loi anti-tabac avec des décrets d'application à partir de 2010. Et naturellement, pour respecter un peu l'article 5 de la Convention, nous avons mis en place une stratégie de lutte contre le tabagisme qui s'est mise en œuvre donc de 2009 à 2013, étant entendu qu'à partir de 2014, nous aurons une autre convention. Cette stratégie a permis d'ouvrir la voie à véritablement une lutte sur le terrain, d'abord par la mise en place d'un comité national anti-tabac. Malgré ces acquis, la lutte anti-tabac reste confrontée à des difficultés telles que la méconnaissance des textes par les populations. En perspective, le ministère de la Santé entend travailler pour que la lutte anti-tabac soit davantage multisectorielle et cohérente. Il n'est pas possible d'avoir une lutte organisée seulement au sein du ministère de la Santé. C'est pour cela que le comité anti-tabac est un comité à la fois multisectoriel et multidimensionnel qui intègre à la fois les pouvoirs publics, qui intègre à la fois également le monde associatif. Nous avons donc à partir de cet instant compris que nécessairement il fallait agir sur les différents acteurs sur le terrain. La réalisation de ces ambitions permettra sans doute de faire reculer le phénomène du tabagisme et des maladies respiratoires. Cela est d'autant nécessaire quand on sait que le Burkina Faso connaîtra dans les jours à venir la période de l'harmattan caractérisée par la poussière, une période propice à l'émergence des maladies respiratoires.
Une ambulance et du matériel médico-technique pour venir en aide aux populations de la boucle du Mouhoun. Le geste est à mettre à l'actif du conseil régional de la localité en partenariat avec les Lions Club d'Edougou et Bobo Nyouma. Le don, estimé à près de 40 millions de francs CFA, devrait contribuer au renforcement des capacités du centre hospitalier de la région sur la cérémonie de remise. Le point de Claudine Bikaba. La troupe Nikieta de Dédougou est en liesse ce 9 novembre et pour cause. La direction régionale de la santé et la population de la boucle du Mouhoun bénéficient d'un don d'une ambulance et de matériel médico-technique. Un don de la direction régionale de la boucle du Mouhoun en partenariat avec le Lions Club d'Edougou-Grenier et Bobo Nyoma. Le don est estimé à plus de 40 millions de francs CFA. Je tiens à vous réaffirmer l'engagement du Lions Club d'Edougou-Grenier à travailler à vos côtés dans tous les projets tendant à soulager la misère de nos populations, car notre devise est « Elle restera, nous servons ». Ce matériel vient pour améliorer la situation sanitaire des populations dans la région et le centre hospitalier régional de Dédougou. C'est donc tout naturellement que le parrain et le directeur du conseil régional de la boucle du Mouhoun se réjouissent de ce geste. C'est un sentiment de joie si on sait l'intérêt d'une ambulance pour notre région qui est diminuée, n'est-ce pas, en termes de mobilier pour pouvoir transporter les malades. Je crois que c'est un bel exemple de collaboration entre le conseil régional et les Lions. C'est un partenariat qu'il faudrait en tout cas préserver. Et nous, en tant que collectivité, avec la modicité de nos moyens, nous sommes condamnés à développer des initiatives parallèles pour venir en tout cas soutenir les actions de développement de la région. Je crois que c'est un don qui mérite en tout cas d'être magnifié et je souhaiterais que la direction régionale de la santé puisse en faire un bon usage. Le Lions Club entend apporter un appui plus conséquent dans les jours à venir, mais en attendant, un appel a été lancé aux filles et aux fils de la localité pour qu'ils reviennent construire ensemble la région, décriée d'être à la traîne par rapport aux autres régions du Burkina. Page santé toujours, partage d'expériences sur des pratiques qui marchent. Une semaine, c'est le temps mis par une délégation burkinabé pour visiter des structures de santé publiques et privées et s'entretenir avec les premiers responsables. L'objectif de la sortie était de profiter de l'expérience du Kenya qui réussit la collaboration publique et privée en matière de santé de Nairobi. Le compte-rendu de la rencontre est signé de Lazare Pouya. Sur les 15 activités de visite précédées de rencontres avec les autorités sanitaires publiques et privées kenyanes, 14 ont été réalisées au profit de la délégation burkinabé. Parmi elles, il y a la visite de l'industrie pharmaceutique située à 35 km au nord de Nairobi. Universal Corporate Limited fabrique des milliers de médicaments pour soigner plusieurs types de maladies. Ici, la délégation burkinabé a pu visiter les locaux de l'usine et échanger avec les principaux responsables. Puis, les membres de la délégation se sont déportés à la mission pour l'approvisionnement en médicaments MEDS pour s'enquérir de l'expérience des responsables sur l'achat, la gestion et l'approvisionnement en médicaments sur le territoire kenyan. MEDS est une structure confessionnelle qui gère l'achat et la vente des médicaments à l'image de la CAMEG au Burkina. Ici, tout le système est informatisé et le produit depuis son entrée jusqu'à sa sortie se trouve dans la gestion informatisée. C'est nécessaire que l'équipe du Burkina puisse venir voir ce qui se fait ici au Kenya. Il est très facile d'aller dans des autres pays, d'aller à Londres, d'aller à Paris, d'aller dans d'autres capitales pour apprendre ce qui se fait, mais ce n'est pas notre contexte africain. En une semaine de visites et d'échanges, les Burkinabés ont regagné Ouagadougou, satisfaits de leur voyage d'études et de l'expérience acquise. Et une des choses que je retiens particulièrement et qui montre pourquoi le Kenya est en avant, c'est qu'à tous les niveaux, ils cherchent à atteindre le niveau mondial. Et la culture du management de la qualité est partout. Et tout le monde est certifié. Le ministère de la Santé lui-même a sa politique qualité. Et je crois que ça contribue même à faire en sorte qu'à tous les niveaux, il y ait la recherche de la qualité, la recherche de l'excellence. Une bonne collaboration entre les gouvernants et toutes les autres institutions privées. Donc cela est
une très bonne chose et nous pensons que nous allons nous inspirer de cette expérience afin de faire bouger les choses une fois que nous serons de retour au pays. La délégation burkinabé a été très reconnaissante auprès de la Banque mondiale à travers la Société financière internationale IFC et des autorités kenyanes qui ont favorisé le séjour. Reste à maintenir le cap pour permettre aux Burkinabés d'aller s'inspirer de l'expérience dans d'autres domaines et dans d'autres pays qui sont en avance. Cela pour booster les bases d'un bon élan de développement dans notre pays. Fin de cavale pour un groupe de braqueurs. 7 présumés délinquants viennent d'être pris dans les filets du commissariat central de police de Ouagadougou. Leur terrain de prédilection était des centres urbains dont la capitale, Kupela et Puitenga. Une belle prise pour les limiers de la police, même s'il reste encore à faire. D'autres présumés délinquants du gang sont en cavale. En attendant, la police leur lève un coin de voile sur les modes opératoires du groupe Isaïe Parkouda et Adama Koulibaly. Ils sont désormais hors d'état de nuire ces présumés délinquants au nombre de 7 appréhendés par les agents de sécurité du commissariat central de police de Ouagadougou. Les faits remontent dans la nuit du 15 octobre dernier où une demoiselle a été victime d'agressions et de tentatives de vol de son engin par 2 individus sur l'avenue Kwame Nkrumah. L'alerte des riverains et la promptitude d'un élément de la brigade de recherche a permis de mettre la main sur les présumés auteurs. Leur arrestation a permis d'appréhender les autres membres de la bande. Le palmarès connu de ces malfrats est des plus éloquents. En effet, ils ont reconnu à leur actif plusieurs cas d'attaque à main armée perpétrés dans des domiciles, des boutiques, sur des axes routiers, aussi bien à Ouagadougou qu'à Kupela, Puitenga et Baskouré. Les objets saisis sont composés de pistolets automatiques, de munitions, de tenues militaires, de motos, de cartes de recharge, de téléphones portables et d'un poste téléviseur. Que dire de leur mode opératoire? Il varie en fonction de la cible. Une seule constante cependant, il appartient à chaque membre du gang d'identifier au préalable les victimes, les boutiques ou les domiciles à braquer, de réunir toutes les informations utiles, de définir le plan d'attaque et le nombre de personnes requis avant de passer à l'action. En cette période de veille des fêtes de fin d'année, vigilance et prudence sont demandées à la population et surtout leur collaboration avec les forces de sécurité dans la lutte contre le banditisme dans nos villes. Le Conseil national du laïcat du Burkina appelle à une prise de responsabilité dans ses rangs. Un appel lancé en tandem avec la commission épiscopale dédiée à la question, réunie au centre cardinal Paul Zungrana de Ouagadougou. Des mouvements, associations, groupes de spiritualité et services d'église ont pris part à la rencontre. Les précisions dans ce reportage de Nathalie Nabaloum Savadougou. Il débute par une messe. Pas étonnant. Ce forum réunit les mouvements d'action catholique, les associations de fidèles laïcs, les groupes de spiritualité et services d'église du Burkina. Promotion des mouvements d'action catholique, associations catholiques, groupes de spiritualité et services d'église, en vue d'une unité d'action avec les structures responsables du laïcat, c'est le thème du forum. Un forum qui se veut un cadre de réflexion pour mieux organiser les mouvements afin qu'ils soient plus efficaces à travailler pour l'avènement d'un laïcat plénier dans l'église famille de Dieu au Burkina. Le premier objectif, c'est créer la communion, l'unité. Donc, comme dit le pape, l'église ne peut progresser, ne peut avancer qu'en renforçant les liens de communion entre ses membres, à commencer par ses pasteurs, à commencer par tous les responsables de tous les mouvements. Et le deuxième objectif, c'est d'ailleurs un des objectifs de l'Assemblée spéciale de l'Afrique pour du Synode, c'est créer une synergie, donc une solidarité pastorale organique. Ce forum est une première au Burkina Faso et fait suite à une recommandation du Congrès des laïcs tenu en 2011 à Ouagadougou. Monseigneur Vito Ralo, nonce apostolique près le Burkina et le Niger, salue l'initiative de ce forum qui s'inscrit parfaitement dans la dynamique du Vatican II. Tous ces mouvements des laïcats sont dirigés à quoi? À l'apostolat, à l'évangélisation. C'est ça l'essence de chaque association. C'est de participer à la mission de l'Église qui est l'évangélisation.
Et pour les mêmes faits qu'on évangélise, on fait aussi la promotion humaine. Parce que nous ne pouvons pas seulement annoncer l'évangile et après regarder vers une autre partie du monde sans penser que nos frères ont besoin de beaucoup de choses. Durant 3 jours, les participants vont mener des réflexions approfondies. Le but est de trouver des solutions en vue de mieux organiser ces mouvements pour le bien-être de l'Église famille du Burkina. Préparatifs en vue du dernier choc des barrages du Mondial 2014 au Brésil, Charles Caboret, Aristide Bansé et Bakary Koné viennent de rejoindre les autres membres des étalons au Maroc. Pour la première fois, le groupe a donc pu s'entraîner au complet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ambiance est prometteuse d'une bonne issue le 19 novembre prochain. Témoignage de nos envoyés spéciaux, Malik Nikema et Lassina Savadogo. Les choses sérieuses ont débuté pour Paul Put et ses poulains. Le groupe, quasi complet, donne plus de marge de manœuvre dans le travail. Charles Caboret, Bakary Koné, Aristide Bansé sont là. Des joueurs importants pour la cohésion et l'ambiance dans le groupe. Le rythme est de plus en plus soutenu et le technicien belge ne manque pas d'occasion de rappeler à ses joueurs que le match se joue contre l'Algérie. Conséquence, la concentration devrait être de mise, même s'il regrette toujours l'absence de Jonathan Putrapa, un joueur cadre qui doit arriver ce mercredi soir même. Nous ne sommes pas d'abord parce qu'on attend encore Putrapa. On a des joueurs qui sont venus hier et avant-hier. Ça veut dire que tu ne peux pas faire, surtout avec des titulaires qui ne sont pas venus, des choses. Mais ils ont bien travaillé. On a travaillé un petit peu au niveau la circulation avec la vitesse et tout ça, aussi tactiquement. Et jusqu'à présent, je suis très content de la performance de ces joueurs parce qu'ils ont vraiment fait un bon travail depuis qu'on est rentré ici à Al Jazida. Bien sûr qu'on peut se rassurer, Bako va très bien. J'ai fait mes traitements et là je me sens bien. J'ai déjà joué un match avec mon équipe. Et là j'ai le temps, j'ai encore une bonne semaine devant moi pour travailler techniquement et physiquement pour être au même niveau que l'équipe. Bien sûr, la communication va être très importante. C'est surtout de se rassurer et de corriger les lacunes qu'on a commises au match aller. Se communiquer à tous les niveaux et mentalement et physiquement, ça va être bien pour nous. Le mercure lui monte. Charles Caboret, Aristide Bansé ne pensent pas à autre chose qu'à la victoire à Blida. Voilà, en attendant donc le 19 novembre prochain et puis autre page sportive, les hommes des médias ont été conviés à une conférence de presse organisée par Spécial Olympique Burkina. Cette structure organise un tournoi de football unifié à l'intention des personnes handicapées intellectuelles du 15 au 16 novembre prochain, c'est à partir de demain donc. Et la rencontre a pour objectif d'informer sur le déroulement de la compétition qui aura lieu au stade René Monnery. Le reportage est signé de Abdoulaye Kabouri. Spécial Olympics Burkina, une structure qui œuvre pour le bien-être des personnes intellectuellement déficientes, organise du 15 au 16 novembre prochain un tournoi de football unifié à leur intention. Les responsables de la structure l'ont fait savoir aux hommes des médias. La compétition de Maracana va regrouper 15 équipes venues de 13 régions du pays. Chaque équipe doit comporter 4 joueurs handicapés et 3 joueurs bien portants. Pour l'organisation de l'événement, la directrice exécutive Annick Pikbougoum et son équipe entendent mobiliser 14 millions de francs CFA. L'objectif, c'est de renforcer et de favoriser l'inclusion de la personne ayant un handicap intellectuel au sein de la société. Et je pense qu'en les mettant comme ça ensemble, ces jeunes, déjà à cet âge, savent déjà accepter le handicap. Et sauront désormais vivre avec ceux qui sont dans cette situation. Et seront peut-être seront nos ambassadeurs auprès de leurs camarades. En marge de la conférence de presse, Spécial Olympics Burkina a initié une formation à l'intention des journalistes. Une formation basée entre autres sur la connaissance de la structure mère, dont la genèse a commencé au début des années 60, sa fondatrice Madame Shriver Kennedy, ses missions et programmes. Voilà donc qui referme ce journal. Merci de l'avoir suivi.